Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Maîtrisez le changement du joint de bride de votre chauffe-eau. Tutoriel complet, c'est exactement ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo. De la préparation jusqu'à la remise en service, avec toutes les précautions indispensables, les erreurs à éviter et les détails qui font la différence entre une réparation qui tient dans le temps et une fuite qui revient quelques jours plus tard. Si vous voyez de l'eau sous votre ballon, si une trace d'humidité apparaît autour de la bride ou si vous hésitez à démonter par peur de mal remonter, restez jusqu'au bout parce que je vais vous montrer comment procéder proprement, en sécurité et surtout comment savoir si le simple remplacement du joint suffit ou si votre chauffe-eau révèle un problème plus sérieux qu'il faut identifier avant de tout remonter. Quand on parle du joint de bride d'un chauffe-eau, on parle de la pièce d'étanchéité qui assure la jonction entre la cuve et l'ensemble monté sur la bride, c'est-à-dire, selon les modèles, la résistance, le doigt de gant du thermostat, parfois l'anode, et toute la plaque de fermeture. Avec le temps, ce joint peut se durcir, se déformer, se fissurer ou simplement ne plus compenser les petites irrégularités de portée. Résultat, l'eau commence à suinter, puis à couler plus franchement. Beaucoup de gens paniquent en voyant cette fuite, alors qu'en réalité, dans de nombreux cas, le remplacement du joint de bride suffit à remettre le chauffe-eau en état. Mais il faut le faire correctement, car on touche à la fois à l'eau, à l'électricité, à un appareil sous pression et à des pièces qui peuvent être fragilisées par le tartre ou la corrosion. Avant toute chose, je considère toujours la sécurité comme l'étape numéro 1. Je coupe l'alimentation électrique du chauffe-eau au tableau. Je ne me contente pas d'éteindre un interrupteur si je peux isoler le circuit directement au disjoncteur. Ensuite, je vérifie qu'il n'y a plus de tension avant de manipuler les connexions. C'est essentiel, parce qu'on va démonter une partie du chauffe-eau qui contient les éléments électriques. Ensuite, je coupe l'arrivée d'eau froide du ballon. Selon l'installation, cela se fait au niveau du groupe de sécurité ou via une vanne placée en amont. Je préfère aussi ouvrir un robinet d'eau chaude dans le logement pour supprimer la pression dans le circuit et faciliter la vidange. Tant qu'il y a de la pression, le démontage est plus risqué, plus salissant et moins maîtrisable. À ce stade, il faut confirmer que la fuite vient bien de la bride. C'est une étape souvent négligée. De l'eau sous un chauffe-eau ne veut pas forcément dire joint de bride défectueux. Il peut s'agir d'un écoulement normal au niveau du groupe de sécurité pendant la chauffe, d'une fuite sur un raccord, d'un problème de cuve percée, d'une condensation ponctuelle dans certaines configurations, ou encore d'un ruissellement venant d'au-dessus. J'observe donc précisément l'origine de l'eau. Si je vois des traces de coulure autour de la bride, de la rouille localisée sur la périphérie de la plaque, du calcaire humide qui se reforme à cet endroit, alors le joint est un suspect très sérieux. Si l'eau sort de la tôle, de l'habillage ou d'une zone de cuve elle-même, c'est plus inquiétant, car cela peut signifier que la cuve est attaquée. Dans ce cas, remplacer le joint ne réglera rien. Il faut être honnête avec le diagnostic avant de se lancer. Si le doute est levé et que la bride est bien en cause, je prépare le terrain. Je prévois de la place, des chiffons, une bassine ou un tuyau de vidange si l'installation le permet, des gants, de quoi prendre une photo du câblage avant démontage, une clé adaptée et bien sûr le joint de remplacement compatible avec le modèle exact du chauffe-eau. Je le dis clairement, la compatibilité du joint est capitale. Il ne faut pas improviser avec une référence approchante. La forme, le diamètre, l'épaisseur et le profil comptent. Sur certains chauffe-eau, on a une bride ronde avec boulons répartis. Sur d'autres, un système spécifique avec écrou central ou étrier. Le bon joint, c'est celui conçu pour le bon modèle. Vient ensuite la vidange. Selon le type de chauffe-eau et la position de la bride, on n'est pas toujours obligé de vider absolument toute la cuve, mais dans la très grande majorité des cas, je recommande une vidange complète, ou au moins suffisante pour travailler sans prendre une douche imprévue au moment du démontage. J'actionne le groupe de sécurité en position vidange, où j'utilise le dispositif prévu, en raccordant si possible un tuyau à l'évacuation. J'ouvre un robinet d'eau chaude pour que l'air entre et que l'eau puisse sortir.
Si l'eau coule lentement, c'est souvent normal, surtout si le réseau ou l'évacuation ralentit le débit. Il faut être patient. Je profite souvent de cette phase pour observer la couleur de l'eau en fin de vidange. Si elle est chargée, blanchâtre, sableuse ou brunâtre, cela donne déjà des indices sur l'état intérieur et l'entartrage. Quand la cuve est suffisamment vide, je démonte le capot de protection sous le chauffe-eau. Là, je découvre le thermostat, les connexions et l'accès à la bride. Avant de toucher quoi que ce soit, je prends une photo nette. C'est une habitude simple qui évite bien des erreurs au remontage. Je repère les fils, la position du thermostat, le passage des câbles et je vérifie aussi s'il n'y a pas des signes de chauffe anormales, d'oxydation, de cosse noircie ou de fuite ancienne. Si je vois de l'humidité autour des connexions, je redouble de prudence. Je débranche ensuite les éléments nécessaires avec méthode, sans tirer brutalement sur les fils. Le thermostat, selon les modèles, se retire en le faisant glisser de son doigt de gant. Là encore, je manipule sans forcer. Ensuite, j'attaque le desserrage de la bride. C'est une étape où il faut être soigneux, parce que les fixations peuvent être encrassées, corrodées ou collées par le temps. Si la bride est maintenue par plusieurs écrous, je ne desserre pas complètement un seul côté d'un coup. Je procède progressivement, en croix si la disposition le permet, pour relâcher la pression de façon homogène. Si c'est un écrou central, j'avance régulièrement et je garde bien l'ensemble en contrôle. Même après une vidange, il peut rester de l'eau dans la cuve ou autour de la résistance, donc je prévois toujours un récipient dessous. Dès que la bride commence à se décoller, de l'eau et parfois des dépôts peuvent sortir. C'est normal. Quand la bride est libérée, je retire l'ensemble doucement. Très souvent, la résistance et la bride sortent accompagnées de tartre, parfois en quantité impressionnante. C'est un moment intéressant parce qu'il permet de voir l'état réel du chauffe-eau. Si la résistance est enveloppée de calcaire, si l'anode est très usée, si le fond de cuve est chargé de dépôts, je sais que le joint n'était peut-être pas le seul sujet. Je prends alors le temps d'inspecter. Le vieux joint est souvent écrasé, collé, craquelé ou déformé. Je l'enlève complètement. Il ne faut jamais remonter sur des restes d'anciens joints, sur du tartre, sur de la rouille friable ou sur une portée sale. C'est une cause classique de fuite immédiate après intervention. Le nettoyage des surfaces de contact est une étape que je considère comme décisive. Je nettoie la portée côté bride et la portée côté cuve avec soin, sans rayer inutilement les surfaces. Je retire les résidus de calcaire, les traces de l'ancien joint, les dépôts collés et tout ce qui pourrait empêcher un appui uniforme. Il faut être méticuleux, mais pas agressif. L'objectif n'est pas de creuser ou de déformer, mais de retrouver une surface propre, saine et régulière. Si je découvre une bride voilée, très piquée ou fortement corrodée, je sais qu'un joint neuf seul peut ne pas suffire. De même, si la lèvre de la cuve est détériorée, l'étanchéité devient incertaine. À ce moment-là, il faut évaluer s'il est raisonnable de poursuivre la réparation ou si l'état général du chauffe-eau impose une autre décision. Je profite toujours du démontage pour faire un minimum d'entretien interne. Quand c'est possible, j'évacue les amas de tartre présents au fond de la cuve. Sur certains modèles, on peut retirer à la main de gros morceaux. Sur d'autres, on doit simplement en enlever une bonne partie sans pouvoir tout récupérer. Ce nettoyage améliore le fonctionnement, réduit certaines surchauffes localisées et permet de repartir sur une base plus saine. Si l'anode est accessible et remplaçable, c'est aussi le bon moment pour regarder son état. Une anode consommée signifie que la protection anti-corrosion a déjà beaucoup travaillé. C'est un point important pour la longévité du ballon. Concernant le joint neuf, je le manipule proprement et je vérifie qu'il correspond parfaitement à l'ancien. Même diamètre, même forme, même positionnement. Je vois souvent des hésitations sur l'ajout de pâte à joint ou de produits d'étanchéité. Dans la plupart des cas, si le fabricant n'en prévoit pas, je n'en mets pas. Un joint de bride de chauffe-eau est conçu pour assurer l'étanchéité à lui seul, à condition que les surfaces soient propres et que le serrage soit correct. Ajouter un produit inadapté peut compliquer le démontage futur, perturber l'appui du joint ou masquer un défaut de surface sans vraiment le corriger. Je privilégie donc un montage propre, sec et conforme.
Si un modèle spécifique nécessite une méthode particulière, c'est cette méthode qu'il faut respecter. Je positionne ensuite le joint neuf correctement, sans le vriller ni le pincer. Puis je réintroduis l'ensemble bride-résistance dans l'ouverture de la cuve. C'est parfois un peu délicat à cause de la forme de la résistance et de l'espace disponible. Je prends mon temps pour ne pas déplacer le joint au moment de la mise en place. Une fois l'ensemble bien en face, je remets les fixations à la main d'abord afin d'éviter tout mauvais engagement. C'est une règle simple mais importante. Si un écrou force dès les premiers tours, je recommence proprement. Rien ne doit être contraint de travers. Le serrage est un point critique. Trop peu serré, le joint ne comprimera pas assez et la fuite apparaîtra. Trop serré, on peut déformer la bride, écraser excessivement le joint, abîmer les filetages, voire créer une fuite différée après quelques cycles de chauffe. Je serre progressivement, de façon homogène. S'il y a plusieurs écrous, je le fais en croix, par petites passes successives, jusqu'à obtenir un appui régulier. Je ne cherche pas à tout bloquer d'un coup sur un seul point. Ce qui compte, c'est l'uniformité de la compression. Sur un système à écrou central, je serre avec mesure, en gardant à l'esprit que la sensation doit être franche mais maîtrisée, jamais brutale. Une fois la bride remontée mécaniquement, je remets en place les éléments électriques. Le thermostat retourne dans son logement, les fils reviennent selon le repérage ou la photo prise au départ, les connexions sont franches, sans jeu, sans cosse mal emboîtée. J'en profite pour vérifier l'état des isolants et la bonne tenue des conducteurs. Un chauffe-eau qui fuit a parfois laissé un environnement humide pendant un certain temps et il serait dommage de négliger un point électrique à ce stade. Je remets le capot seulement après les vérifications, ou parfois j'attends la fin du test d'étanchéité selon l'accès et la visibilité souhaitée. Avant de remettre le courant, je remplis d'abord la cuve. C'est fondamental. Un chauffe-eau ne doit jamais être alimenté électriquement tant que la cuve n'est pas complètement remplie et purgée d'air, sinon la résistance risque de chauffer à sec et d'être détruite très rapidement. J'ouvre donc l'arrivée d'eau froide, puis je laisse un robinet d'eau chaude ouvert dans le logement. L'air s'échappe, l'eau remplit progressivement le ballon, puis un écoulement régulier sort au robinet d'eau chaude. Quand il n'y a plus d'air et que le débit est stable, je sais que la cuve est pleine. Je ferme alors le robinet et je passe à l'inspection du remontage. C'est maintenant que je contrôle attentivement l'étanchéité de la bride. Je regarde tout autour, au plus près du joint. Je cherche la moindre goutte, le moindre suintement, la plus petite trace brillante. Je peux essuyer puis observer à nouveau quelques minutes plus tard. Si une fuite apparaît immédiatement, même légère, je ne me dis pas que cela va forcément se tasser. Un joint bien monté doit être étanche tout de suite. Selon le cas, un léger resserrage homogène peut suffire, mais il faut rester mesuré. Si la fuite persiste, c'est qu'il y a une cause à traiter, comme un joint mal placé, une surface imparfaite ou une bride déformée. Mieux vaut corriger tout de suite que de laisser une goutte devenir une infiltration durable. Une fois seulement l'étanchéité validée, je remets l'alimentation électrique. Le chauffe-eau va repartir en chauffe, et c'est là qu'un deuxième contrôle est utile. En montant en température, les matériaux se dilatent, la pression varie et un montage limite peut révéler une faiblesse. Je reviens donc vérifier après un cycle de chauffe ou au moins après un certain temps de fonctionnement. J'observe de nouveau la bride, le capot, le dessous de l'appareil et aussi le groupe de sécurité. Je rappelle d'ailleurs qu'un léger écoulement par le groupe de sécurité pendant la chauffe est normal. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec une fuite de bride. Ce sont deux choses différentes. Il y a plusieurs erreurs fréquentes que j'essaie toujours d'éviter et que je veux vraiment souligner ici parce qu'elles expliquent et beaucoup de remontages ratés. La première, c'est de remplacer le joint sans nettoyer les portées. La deuxième, c'est de remettre sous tension avant remplissage complet. La troisième, c'est de trop serrer en pensant bien faire. La quatrième, c'est d'ignorer l'état global du chauffe-eau. Si la cuve est en fin de vie, si la bride est mangée par la corrosion, si les fixations sont très dégradées, alors le joint neuf ne fera pas de miracle. Il faut aussi éviter de confondre une fuite de bride avec une fuite de cuve. Une cuve percée se manifeste parfois par de l'eau qui semble venir d'un peu partout ou de l'isolant humide.
Dans ce cas, la réparation n'est généralement pas viable durablement. Je veux aussi parler du moment où l'on peut se demander s'il vaut mieux réparer ou remplacer le chauffe-eau. Si le ballon est relativement récent, que la fuite est bien localisée à la bride, que l'état interne reste correct et que les pièces sont disponibles, le changement du joint est tout à fait pertinent. En revanche, sur un appareil très ancien, très entartré, avec une anode épuisée, une résistance fatiguée, une bride attaquée et des signes de corrosion avancés, il faut regarder l'ensemble avec lucidité. Changer le joint peut redonner un peu de répit, mais ce n'est pas toujours l'investissement le plus logique. L'avantage du démontage, c'est justement qu'il permet d'évaluer cette situation concrètement. Si vous vous demandez combien de temps prend l'opération, tout dépend de l'accessibilité, du type de chauffe-eau, de l'état de l'installation et surtout de la vidange. Le geste technique en lui-même n'est pas forcément complexe, mais c'est une intervention qui demande méthode, patience et propreté. Ce n'est pas une course. Je préfère largement passer plus de temps à nettoyer, observer et remonter calmement plutôt que d'aller vite et devoir tout redémonter ensuite parce qu'une fuite est réapparue. Et dans ce genre d'opération, la préparation fait gagner énormément de temps. Avoir le bon joint, les bons outils, un accès dégagé et un repérage clair du câblage changent complètement l'expérience. Une autre question revient souvent, celle de savoir s'il faut systématiquement changer la résistance ou le thermostat en même temps. Ma réponse, c'est non, pas systématiquement. Si ces éléments fonctionnent correctement et que leur état ne justifie pas un remplacement, le joint peut être changé seul. En revanche, si la résistance est fortement entartrée, dégradée, si le thermostat présente des signes de faiblesse ou si l'anode est à bout, il peut être intelligent de profiter du démontage pour faire une remise à niveau plus complète. Comme l'essentiel du travail consiste à accéder à la bride, autant réfléchir à l'entretien global si plusieurs pièces approchent de la fin de leur cycle. Je précise aussi un point important sur les chauffe-eau équipés de technologies différentes. Selon qu'il s'agit d'une résistance thermoplongée ou d'une résistance stéatite, l'accès, l'état de l'élément chauffant et le comportement face au tartre peuvent varier. Avec une thermoplongée, la résistance est directement au contact de l'eau, donc l'entartrage observé au démontage peut être beaucoup plus marqué. Avec une stéatite, certains aspects du démontage diffèrent selon la conception, mais la logique d'étanchéité de bride reste essentielle. Dans tous les cas, ce qui m'importe, c'est de comprendre comment l'ensemble est conçu avant de forcer quoi que ce soit. Après la remise en service, j'aime surveiller le chauffe-eau pendant 1 ou 2 jours, surtout si la fuite était ancienne. Un carton sec ou un papier absorbant placé sous l'appareil permet de repérer immédiatement la moindre goutte. C'est une méthode simple et efficace. Si tout reste parfaitement sec, si le chauffe-eau chauffe normalement, si aucune odeur inhabituelle ni bruit anormal n'apparaît, alors l'intervention peut être considérée comme réussie. Il est aussi utile de noter la date de l'opération. Cela aide à suivre l'entretien du ballon, notamment si l'on veut plus tard contrôler l'anode ou anticiper d'autres interventions. Pour prolonger la durée de vie du chauffe-eau après un changement de joint de bride, je conseille toujours de ne pas attendre la panne suivante pour s'en préoccuper. Un entretien périodique, surtout dans les zones où l'eau est calcaire, fait une vraie différence. Le tartre accumulé fatigue les composants, réduit l'efficacité et peut compliquer les démontages futurs. Vérifier de temps en temps l'absence de fuite, l'état du groupe de sécurité et le comportement général de l'appareil permet aussi de détecter plus tôt les signes d'usure. Beaucoup de grosses pannes auraient pu être repérées à un stade simple si un contrôle visuel avait été fait plus tôt. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que changer le joint de bride d'un chauffe-eau n'est pas seulement une question de remplacer une pièce. C'est une intervention complète qui repose sur 4 piliers très simples mais absolument indispensables. Sécuriser, diagnostiquer, nettoyer et serrer correctement. Si l'un de ces piliers est négligé, on augmente fortement le risque d'échec. À l'inverse, quand la méthode est bonne, le résultat est propre, durable et rassurant. On comprend ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait et on évite les approximations. Si vous avez de l'eau sous votre chauffe-eau, ne partez donc pas du principe qu'il faut forcément tout changer, mais ne supposez pas non plus qu'un joint neuf résoudra tous les cas.
Prenez le temps d'identifier l'origine exacte de la fuite. Coupez le courant, fermez l'eau, vidangez, démontez avec méthode, inspectez honnêtement l'état de la bride et de la cuve, nettoyez soigneusement les portées, remontez avec le bon joint et contrôlez l'étanchéité avant toute remise sous tension. C'est cette logique complète qui permet de réussir l'intervention du premier coup. Et finalement, ce remplacement est aussi une excellente occasion de mieux comprendre votre chauffe-eau. Une fois qu'on a vu comment il est construit, comment la bride assure l'étanchéité, comment le tartre s'accumule et comment les éléments se positionnent, on aborde beaucoup plus sereinement les entretiens futurs. On sait ce qu'on regarde, on reconnaît les signes d'alerte et on évite les erreurs les plus courantes. Si votre objectif est de réparer proprement, de retrouver un appareil étanche et de savoir exactement ce que vous faites à chaque étape, alors le changement du joint de bride n'est plus une opération obscure, mais une intervention technique accessible à condition de respecter la méthode jusqu'au bout.